Trump nous a pris pour des cons. Pourquoi? Tu vois, au départ de la guerre Iran versus Israël et Amérique, il nous avait dit que la guerre ne durerait qu'environ 4 semaines, pas plus, et qu'après cela, le régime iranien tomberait, qu'il capitulerait. Il nous faut finir le travail. Durant ces 11 derniers jours, nos forces militaires ont pratiquement détruit l'Iran. Leur force aérienne est complètement détruite. Il a fallu 3 heures pour le faire. Ils n'ont plus de radar. Ils n'ont plus d'équipement de protection antiaérienne. Leurs drones ont diminué de plus de 90%. Nous faisons exploser les sites de production de drones, de missiles. Personne n'a jamais rien vu de tel. C'est inédit, absolument inédit. Et pourtant, aujourd'hui, quand je vois la dynamique de la guerre, j'ai le sentiment que le régime iranien va tenir bon, et encore très longtemps. Et je vais être honnête avec toi. Au début, j'ai été naïf. Moi, j'ai cru Donald Trump quand il a dit que le régime iranien tomberait. J'ai cru que lorsque Ali Khamenei, le guide suprême iranien, avait été tué, éliminé, assassiné, ce serait la fin de l'Iran. Et pourtant, je me suis trompé. Et si je me suis trompé, c'est à cause de 2 hommes. Les 2 hommes à cause de qui je me suis trompé s'appellent Saddam Hussein et Muammar Kadhafi. Je m'explique. Tu vois, lorsque l'Irak avait été envahi, il a suffi que Saddam Hussein tombe pour que tout le système, tout le régime s'effondre. C'était la même chose en Libye. Lorsque Sarkozy est intervenu en Libye et qu'on a attrapé Kadhafi, tout le système s'est effondré et le pays s'est fragmenté. Y est né le chaos, la fin de ces États. Je m'étais dit, va arriver la même chose sûrement en Iran. Mais là où je me suis trompé, c'est que la Libye, l'Irak, ce sont des régimes qui étaient hyper personnalisés. Ils ne reposaient que sur un seul homme. Un seul homme, une seule petite famille détenait tout le pouvoir. Tandis que l'Iran fonctionne comme un cartel de narcotrafiquants mexicains. Je m'explique. Tu vois, au Mexique, avant, ils vendaient beaucoup de bœufs aux États-Unis. Et le problème, c'est que les prix variaient beaucoup et chacun travaillait de son propre côté, tu vois. T'avais les gens de Sinaloa, t'avais les gens de Juarez, tu vois. T'avais des gens d'El Paso, bref. Chaque ville travaillait de manière indépendante. Et souvent, il y avait des conflits entre les différentes entités de narcotrafiquants. Ils se faisaient la guerre pour avoir plus de territoire, pour vendre plus de produits ou pour faire baisser le prix d'un produit. Et c'est là que Félix Gallardo, un ancien flic, a vu une opportunité. Il s'est dit, mais au lieu qu'on se fasse constamment la guerre, si on se réunissait, si on formait une organisation où chacun aurait un centre de pouvoir, chacun resterait indépendant, mais on formerait un cartel puissant pour qu'il n'y ait plus de conflits à l'intérieur entre nous et qu'on puisse fixer les prix pour faire encore plus de profit. Et en plus de cela, vu qu'on fera plus de profit, on sera plus puissant et on aura plus d'influence, plus de poids face à l'État. Le principe de l'organisation structurelle. Tout ne repose pas sur un seul homme, mais sur différentes entités. Et si une des entités de Félix Gallardo tombait, c'était pas grave. On avait la puissance pour la remplacer et la renforcer avec le temps. C'est exactement ce qui se passe avec l'Iran. L'Iran, en fait, n'est pas basé sur un seul homme. Ce n'est pas un régime hyper personnalisé comme celui de Saddam ou de Kadhafi, non. Ali Khamenei avait un centre de pouvoir, avait du pouvoir, mais c'était pas lui le centre du pouvoir. Le pouvoir était fragmenté entre différentes entités.
Juste pour rester encore un tout petit peu sur la question d'une théocratie qui serait une dictature plus pérenne qu'une théocratie laïque, il me semble qu'il y a surtout la structure du système qui est juste géniale au sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est une pyramide qui ne ressemble pas à une pyramide. Vous avez constitutionnellement à la tête un guide suprême qui a effectivement son mot à dire dans absolument tout, de façon directe ou indirecte par un droit de veto par exemple. Mais juste après, vous n'avez rien de régulier qui descend jusqu'à la base. Vous avez une myriade d'entités qui ont toutes la même importance et qui, si elles étaient invalidées pour 2 ou 3 d'entre elles, ne paralyseraient pas le reste du système. Et c'est ce qui fait écho, par exemple, au fait que l'Iran soit doté de 2 armées parallèles qui touchent tous les secteurs classiques, mais pas que, et qui soit pourvu de 16 entités de renseignement, avec parmi ces entités de renseignement, des entités de renseignement qui surveillent le renseignement. Donc je pense qu'il y a surtout une extrême et géniale résilience des rouages du système lui-même. Et là où le système est encore plus génial, c'est que tu vois, l'objectif d'un cartel, c'est de faire du profit, c'est de gagner plus d'argent, d'être plus puissant. Mais l'objectif d'un État, c'est pas de faire des profits, c'est de survivre. Et le système qui a été construit par les Iraniens est un système surgénial pour une raison simple. C'est que, en plus d'avoir différents centres de pouvoir, d'avoir des armées parallèles, tu vois, l'armée régulière et l'armée des gardiens de la Révolution, différents centres de renseignement. C'est un système à multicouches de leadership. Si un leader est tué dans une entité, on a 4 couches de leaders en dessous qui attendent pour le remplacer. Ce qui fait que t'auras beau couper la tête de la bête, une nouvelle tête va repousser. Et en réalité, c'est grâce à ce système que les Iraniens ont créé le piège qui fait que les États-Unis ont déjà perdu cette guerre. Selon moi, le piège qui est en train de se refermer sur les États-Unis, il a une double nature. La première nature, elle est politico-financière. Premièrement, cette guerre est très impopulaire et Trump commence à se faire de plus en plus hué par les Américains. Et en plus de cela, t'as les marchés financiers, t'as le prix du pétrole qui arrête pas d'augmenter. C'est un risque pour l'économie du pays, l'économie du monde. Mais t'as aussi une autre nature, celle d'ordre militaire. Tu vois, les Américains sont piégés parce que ces Iraniens sont vraiment malins. Les Américains ont des missiles qui vont intercepter d'autres missiles. Et l'utilisation de ce type de missile coûte à peu près $1 million ou un peu plus. Et les Iraniens, eux, pour faire perdre de l'argent aux Américains, ont tendance à envoyer des drones qui coûtent $25 000. Ce qui signifie que pour un drone de $25 000, tu payes quasi $1 million. J'ai vu des chiffres dans un article qui disent que depuis 11 jours, les Américains ont quasi perdu à peu près, au minimum, $11 milliards dans cette guerre. La guerre, ça coûte cher. Quand tu fais la guerre, tu dois avoir les reins solides. Et en plus de cela, il y a un autre problème avec les Iraniens. C'est le détroit d'Ormuz. C'est par là que passe à peu près 20% du pétrole mondial. C'est une zone stratégique pour le commerce international. Le détroit d'Ormuz, où transite habituellement près de 20% du pétrole et gaz naturel vers les marchés mondiaux, est à l'arrêt depuis plusieurs jours.
Un passage devenu l'épicentre de la guerre qui sévit au Moyen-Orient depuis le 28 février. Il y a 9 jours, l'Iran menaçait de brûler vif quiconque tenterait de traverser le détroit d'Ormuz. Depuis, une vingtaine de navires commerciaux ont été attaqués par les gardiens de la révolution. Les États-Unis, qui soupçonnent l'Iran de vouloir poser des mines dans la zone, ont annoncé la destruction de 16 navires iraniens, poseurs de mines, à proximité du détroit. Nous avons détruit tous les bateaux poseurs de mines iraniens en une nuit. On a détruit toute leur marine. Nous ne pensons pas qu'il y ait de mines dans le détroit d'Ormuz. En France, Emmanuel Macron plaide pour la reprise des activités commerciales dans le détroit, avec la mise en place d'une coordination navale internationale pour escorter les navires et sécuriser le passage. Aujourd'hui, on ne peut pas sérieusement considérer qu'on peut reprendre le commerce international. Et donc, il y a plusieurs centaines de tankers et de porte-conteneurs qui sont aujourd'hui à l'arrêt des deux côtés du détroit. Et donc, il faut d'abord que les conflits cessent, et ensuite que le travail se structure. Il est à la fois sécuritaire, il est aussi technique. C'est tout ça qu'on prépare. Une paralysie du détroit qui a eu des conséquences rapides pour le reste du monde, comme une forte hausse du cours du baril du pétrole et des prix du carburant à la pompe. En réponse, l'Agence internationale de l'énergie a annoncé le déblocage de 400 millions de barils de pétrole. Objectif, compenser la perte d'approvisionnement de ces derniers jours. Et les Iraniens ont la clé de la porte du détroit d'Ormuz. Et en réalité, il est impossible de leur reprendre cette clé. C'est pas les mines qui en réalité sont inquiétantes dans ce contexte, ce sont les drones. Parce qu'aujourd'hui, aucune force navale ne sait garantir, sauf pour 3 bateaux, c'est-à-dire pour une toute petite partie du trafic, la protection contre des attaques par drone. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à les détecter, qui peuvent être lancés loin depuis la côte, c'est-à-dire jusqu'à 30, 40, voire 100 km, et qu'on a du mal à les intercepter sans mettre des moyens pratiquement tous les kilomètres. Et ça, Trump se trompe, il n'a pas écouté ses militaires quand ils lui ont dit « Attention, pour ce qui est du détroit d'Ormuz, en fait, personne ne sait le forcer militairement à cause de la menace des drones. » On le voit très bien avec cette image, ça c'est un vraquier, la première image c'était un vraquier thaïlandais, probablement qu'il a été attaqué tout simplement par un drone. Le bateau ne va pas couler, c'est pas une torpille ni un sous-marin qui l'a attaqué, mais le fait qu'il soit abîmé pour la compagnie maritime, c'est suffisant pour dire on stoppe tout. Et les assureurs derrière, Trump a beau leur dire mais je vais mettre des milliards sur le truc. Non, derrière il y a des contentieux financiers et puis judiciaires très graves, surtout s'il y a des marins qui sont blessés ou tués. Et c'est là qu'on comprend pourquoi les Iraniens ont déjà gagné la guerre. La guerre coûte cher d'un point de vue politique, d'un point de vue financier, d'un point de vue militaire et aussi d'un point de vue de la crédibilité de ta nation. Ce qui fait que, au plus tu restes, au plus tu perds. Raison pour laquelle les Américains voulaient une guerre rapide et facile. On fait tomber le régime et on s'en va. Mais là, ils sont englués dans une guerre où le régime iranien ne joue pas pour ses intérêts financiers ou quoi que ce soit. Il se bat pour sa survie politique, sa survie existentielle. C'est la raison pour laquelle les Iraniens ont intérêt à faire durer cette guerre. Au plus la guerre dure longtemps, au plus tu perds. Au plus tu perds en crédibilité aux yeux du monde. Toi qui étais censé avoir l'armée la plus puissante du monde. T'arrives pas à faire tomber ce régime forteresse. Tu sais ce qui met une claque dans cette guerre ? C'est le fait que l'on prenne conscience sous nos yeux que cette guerre asymétrique entre les États-Unis et Israël versus les Iraniens nous montre que t'as beau être l'armée la plus puissante du monde, ça suffit pas pour battre un régime qui est bien organisé, ce que j'appelle un État forteresse. Et en réalité, l'État forteresse, sachant que il peut pas faire tomber les États-Unis dans une guerre directe, une confrontation directe, il commence à frapper sur des points sensibles, là où ça fait mal. Et ça commence à marcher. Les prix du pétrole explosent. Et bon, moi, cette situation géopolitique, j'ai envie de la retranscrire dans nos propres vies à nous. Parce que soyons sincères, est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé de t'isoler,
de te couper du monde parce que t'en avais marre. T'en avais marre de cette pression du monde. T'en as marre des réseaux sociaux. T'as l'impression d'être incompris. T'as envie de lancer un projet, ça marche pas. Bref. Parfois, t'as le sentiment que ta vie est un échec et t'as tendance à t'isoler du monde. Eh bien, tu vois, pour moi, cette leçon de géopolitique me fait comprendre une chose. Moi, je suis quelqu'un qui avait tendance à m'isoler aussi beaucoup. Mais j'ai pris conscience que seul, on peut aller vite, c'est vrai. Mais ensemble, on peut aller loin. Et la différence, elle est vertigineuse. Parce que aller vite ne garantit pas que tu vas aller loin. Mais lorsque tu constitues un groupe, une organisation, tu peux aller loin dans ta vie. Et quand tu comprendras cela, tu réussiras l'impossible. Mais l'impossible, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Passons à la pratique. Je vais te demander d'écrire en commentaire « loin ». Je répète, « loin ». J'aime ce mot « loin ». Pourquoi ? Parce qu'on a tous des objectifs, des rêves, qui parfois nous semblent être loin. On a le sentiment que faut beaucoup d'énergie. On a le sentiment que l'épreuve, elle est dure et que ça va être long et loin. Mais lorsque tu écris loin en commentaire, tu signes un contrat moral avec ta personne. Et dans ce contrat, tu te rappelles d'une chose. C'est vrai que seul, tu vas aller vite. Mais si tu te constitues en groupe, si tu arrives à avoir des organisations qui t'accompagnent, des gens qui sont compétents, tu peux aller loin. Attention, hein. Si tu t'entoures de gens qui sont incompétents, tu vas aller loin en arrière, tu vois. Mais moi, je veux que tu ailles loin en avant. Moi, par exemple, je fais partie de ton groupe. Je suis dans ta vie. Je t'aide à aller loin au niveau de ton intelligence émotionnelle. Tu vois ? Je te débloque des trucs dans ton crâne. Et quand tu les comprends, tu dis « Ah ouais, mais pas mal ce qu'il m'a dit là. Je vais pouvoir aller plus loin. Je vais pouvoir me rapprocher, ne serait-ce aujourd'hui que d'un pas, de ce rêve, de cet objectif que j'ai. » Ben tu vois, ton rôle, ta mission aujourd'hui, c'est de trouver d'autres moi dans d'autres domaines pour aller encore plus loin avec toi.